Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de Parlement Hebdo, en compagnie cette semaine de Delphine Girard. Bonjour Delphine. Dans l'actualité politique et parlementaire, cette semaine, il y a eu des députés sommés d'avancer au pas de charge sur les dernières réformes annoncées par Nicolas Sarkozy. Au menu, d'ici le 9 mars, une loi sur le logement et un collectif budgétaire avec notamment la TVA sociale. Le président a reçu les parlementaires de la majorité pour dissiper les états d'âme. Puis quoi de neuf cette semaine sur l'échiquier des présidentiables? Jean-Pierre Chevènement qui retire sa candidature et Marine Le Pen qui vient devant le Sénat dénoncer un système de parrainage qui l'empêche, dit-elle, d'avoir ses 500 signatures. Marine Le Pen qui a même fait une incursion à l'intérieur du Sénat. Enfin, le logement, au cœur de la campagne cette semaine, 4 candidats ont signé le contrat social de la Fondation Abbé Pierre qui a publié un rapport aux chiffres toujours plus alarmants. 1,6 million de personnes seraient non ou très mal logées. Et avec nous aujourd'hui pour commenter l'actualité politique et parlementaire de cette semaine, Delphine Batho, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée socialiste des Deux-Sèvres. Vous avez d'ailleurs succédé à Ségolène Royal à cette fonction élective. Et vous êtes depuis octobre, depuis la fin de la primaire socialiste, porte-parole de François Hollande. Alors est-ce que ça a été facile de passer de Ségolène Royal à François Hollande? Ça a été très naturel. C'est la continuité d'un engagement et aussi d'un rassemblement, puisque une des forces nombreuses de François Hollande aujourd'hui, c'est qu'il est un rassembleur et que se retrouve aujourd'hui unis autour de lui toute une équipe, avec bien sûr Martine Aubry, Ségolène Royal, Laurent Fabius, Arnaud Montebourg et bien d'autres, mais aussi toute une nouvelle génération très dynamique, avec des gens comme Najat Vallaud-Belkacem, Guillaume Bachelet, Bernard Cazeneuve, voilà, des gens qui sont peut-être moins connus, mais avec une nouvelle génération. Une unité que Ségolène Royal n'avait pas réussi à faire en 2007. Vous expliquez comment, cette fois-ci, François Hollande a réussi à faire cette unité autour de lui? Peut-être justement parce qu'on a les leçons du passé et de ces divisions qui nous ont coûté si cher, mais aussi parce que je crois que c'est la nature de François Hollande d'être un rassembleur, mais je crois aussi, surtout parce que tout le monde a un sens aujourd'hui des responsabilités, une envie de gagner qui permet de mettre de côté ce qui a été bien des défauts de la gauche. Et puis je crois surtout que c'est le processus des primaires citoyennes qui permet aujourd'hui cette unité, cette force qui est en train de se mettre en mouvement autour de François Hollande. C'est le fait que sa candidature résulte d'un processus dans lequel plus de 3 millions de personnes sont venues voter. Donc il a cette légitimité qui dépasse ce qu'étaient parfois les querelles internes au Parti socialiste. Et on apprend que Ségolène Royal va faire campagne pour François Hollande. Elle va faire des déplacements. Bien sûr. Elle est plus fâchée. Depuis le Bourget, elle n'était pas très contente de ne pas être dans le film. Ça va, elle a fait une remarque qui était humaine et compréhensible. D'ailleurs, les choses ont été rectifiées. Mais bien sûr, elle est pleinement engagée. Comme vous avez vu hier soir Martine Aubry à la télévision, Laurent Fabius qui fait un certain nombre de déplacements internationaux. Et en effet, mardi prochain, Ségolène Royal tiendra un meeting à Marseille et elle aura l'occasion aussi de s'adresser en particulier aux citoyens de banlieue qui ont été abandonnés au cours de ces 5 dernières années. Oui. Vous restez proche d'elle, vous restez proche d'elle? Mais moi, j'ai un lien indéfectible avec Ségolène Royal, puisque si je suis aujourd'hui députée de la République française, c'est parce qu'elle a fait le choix de transmettre à une nouvelle génération. Elle a fait le choix du non-cumul des mandats et de se l'appliquer à elle-même. Donc je lui dois beaucoup. Est-ce qu'elle brigue toujours la présidence de l'Assemblée nationale ? Je pense qu'aujourd'hui, on est en pleine campagne électorale. On sait que la confiance des Français se mérite, que nous devons conquérir cette confiance. Donc on n'est pas dans une répartition des responsabilités, même si c'est une belle idée qu'en effet, un jour, ça puisse être une femme qui soit présidente de l'Assemblée nationale. Eh bien, Delphine Batho, on va passer ensemble au crible de l'actualité de la semaine. On va commencer, une fois n'est pas coutume, directement par le mardi, quand le discours présidentiel du dimanche rebondit dans l'hémicycle. Mardi, jour des questions au gouvernement, séance très attendue après l'intervention l'avant-veille de Nicolas Sarkozy devant 16 millions de téléspectateurs. Sans surprise, les socialistes sont montés au créneau avec pour cible privilégiée la TVA sociale qui a déjà ses surnoms, TVA antisociale ou encore TVA Sarkozy, compte rendu d'Ahmed Tazir. À l'Assemblée, l'opposition s'est mise en ordre de bataille. Une cible, la TVA sociale proposée par Nicolas Sarkozy pour améliorer la compétitivité des entreprises. À gauche, on dénonce une TVA antisociale.
Monsieur le Premier ministre, après le travailler plus pour gagner plus, qui n'a été qu'un travailler plus pour gagner moins, c'est désormais travailler moins pour gagner encore moins et pour payer encore plus d'impôts avec la TVA antisociale. Le Premier ministre ne prendra pas la parole sur le sujet. Il laisse le soin au porte-parole du gouvernement de répondre aux attaques de la gauche. Valérie Pécresse qui rassure, la hausse de 1,6 point de la TVA ne va pas entraîner une hausse générale des prix. Quant à la hausse de la TVA dont vous parlez, dès lors que les prix des produits français baisseront, cette hausse de la TVA ne sera pas mécaniquement répercutée en hausse des prix. Au Parti socialiste, c'est décidé. On va mener la bataille parlementaire jusqu'au bout contre les nouvelles mesures annoncées par Nicolas Sarkozy. Le patron du groupe socialiste dénonce un passage en force. C'est pas une petite mesure, c'est du lourd. Le gouvernement veut passer en force. Nous mènerons la bataille parlementaire pour montrer qu'il y a une autre voie possible. Dans 2 semaines, les députés commenceront à examiner le budget rectificatif 2012, la hausse de la TVA et la baisse des cotisations patronales. Des débats à l'Assemblée qui s'annoncent houleux. Alors Delphine Batho, c'est un marathon qu'on va vous demander à vous, parlementaires, d'ici le 9 mars, fin de la session. Il faut voter un collectif budgétaire, il faut voter une nouvelle loi sur le logement. On suppose que vous, députés socialistes, vous allez faire traîner cette discussion à coup d'amendements. Nous ne sommes pas là pour faire de l'obstruction, nous allons nous battre. Faire votre métier de parlementaire. La mission que les électeurs nous ont confiée, qui est de faire le travail de députés de l'opposition. Donc nous allons combattre cette disposition, mais pas en faisant de l'obstruction, en montrant qu'une autre politique est possible, que celle de l'augmentation de la TVA, qui non seulement va frapper le pouvoir d'achat des retraités, des salariés... On vous a vu hocher la tête là, sur le sujet quand Valérie Pécresse disait qu'il n'y aurait pas de hausse des prix. Oui, parce que Nicolas Sarkozy lui-même a expliqué qu'il instaurait la mesure en octobre, comme ça les gens allaient consommer entre maintenant et le mois d'octobre, et qu'ensuite, de fait, il y aurait l'augmentation des prix. Donc le raisonnement ne tient pas. Évidemment qu'il va y avoir une baisse du pouvoir d'achat et une augmentation des prix, mais en plus, non seulement c'est une TVA antisociale, c'est-à-dire c'est une mesure d'injustice, mais en plus c'est une erreur économique très grave. Déjà que la croissance est complètement atone, on est à 0,5% de prévision pour 2012, et je crains que ce soit une mesure qui va nous précipiter dans la récession, puisqu'en réduisant encore la consommation des ménages, derrière ce sont les carnets de commandes des entreprises, ce sont la situation des commerçants, des artisans qui va être mise en danger. Les entreprises qui auront un peu moins de charges patronales, ça c'est peut-être un point positif. C'est infinitésimal. Et on voit bien que ce n'est pas avec cette petite baisse de charges qu'on va être aligné, j'allais dire, sur les salaires qui sont pratiqués en Chine ou le coût du travail en Chine. Donc cette idée qu'il faut baisser le coût du travail pour rendre l'économie française plus compétitive est complètement absurde parce qu'on ne peut pas s'aligner sur les pays. Le coût du travail en France. Non, je pense qu'il y a un problème de compétitivité, mais ce que propose François Hollande dans son projet, dans ses 60 engagements pour la France, c'est un pacte productif, c'est-à-dire d'investir, d'aider nos PME avec une banque publique pour les PME, avec une fiscalité différenciée pour les petites entreprises et pour les grandes entreprises, avec un contrat. Ça n'existe pas déjà. Non, pas du tout. Pas du tout. Demandez aujourd'hui. Demandez aux chefs d'entreprise aujourd'hui les difficultés qu'ils rencontrent avec le secteur bancaire, qui sont immenses, parce que les banques aujourd'hui ne font plus leur métier, elles ne veulent plus prendre de risques pour le financement de notre économie. Il y a aussi de nombreuses propositions. Nicolas Sarkozy, excusez-moi, sur Oseo, Nicolas Sarkozy a annoncé la création d'une filiale pour Oseo. Oui, c'est-à-dire il veut copier l'idée de François Hollande tout en la déformant et en faisant autre chose, puisque ce qu'il annonce, c'est d'ailleurs la 3e fois qu'il annonce la création de ce dispositif, Nicolas Sarkozy, ce que personne n'a relevé. Il l'avait déjà annoncé au mois de septembre, donc il n'a toujours rien fait. En attendant, les chefs d'entreprise ont des problèmes. Ce qu'il annonce, c'est une filiale supplémentaire par rapport à Oseo, alors que ce que propose François Hollande, c'est de regrouper tous les dispositifs existants, Oseo, la Caisse des dépôts, les fonds régionaux, et en proximité dans les régions d'avoir une sorte de guichet unique bancaire pour les chefs d'entreprise, pour leur permettre tout de suite d'accompagner leurs projets et notamment leurs investissements, puisque la solution, y compris par rapport aux délocalisations, c'est d'aider les entreprises qui investissent en France, qui produisent en France, qui ont des projets stratégiques dans des secteurs innovants, comme par exemple celui de la croissance verte, où on a laisser, par exemple, se défaire complètement l'industrie française dans le domaine des énergies photovoltaïques. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Quand même, dans toutes ces mesures que vous allez voir défiler à l'Assemblée d'ici le 9 mars, il y en a une peut-être qui va tous vous mettre d'accord, c'est la taxe sur les transactions financières. Vous la voterez? Nous attendons de voir.
Si c'est celle que nous avons proposée 9 fois et contre laquelle l'UMP a voté 9 fois depuis le début de la législature, bien sûr que nous la voterons. Nous ne sommes pas là dans des calculs politiciens. Ce que je crains, c'est qu'en fait, il s'agit simplement de rétablir le timbre de bourse sur les différentes transactions que Nicolas Sarkozy avait supprimé au 1er janvier 2008. Donc ce n'est pas réellement ce qu'on appelle la taxe Tobin, c'est-à-dire cette taxe... Une taxe de 0,1%, hein, il a dit sur les... J'attends de voir le texte qui sera déposé le 8 février. On a beaucoup entendu les députés socialistes sur cette TVA sociale, un peu moins sur les accords compétitivité-emploi qui permettent de moduler en fait le temps de travail en fonction de l'activité du moment de l'entreprise. Est-ce que ça c'est une bonne mesure, un système qui a fait ses preuves? Une sorte de chômage Pas du technique. tout. On nous entend beaucoup sur cette TVA antisociale parce que c'est le symbole de l'injustice et qu'au contraire aujourd'hui il faudrait mettre fin à beaucoup de privilèges fiscaux et de cadeaux fiscaux. Mais en effet ces accords sont une forme de chantage en fait. C'est-à-dire qu'on voit bien, on l'a vu d'ailleurs dans un certain nombre d'entreprises, cette logique où on dit aux salariés, eh bien, il faut que vous acceptiez de travailler moins pour gagner moins, il faut que vous acceptiez ce qui est parfois la vérité. Que vos salaires baissent. Ce qui est parfois la vérité. Il peut arriver qu'une entreprise ait de réelles difficultés et besoin d'avoir moins de... Oui, donc ça, ce sont par exemple, travailler. Ce sont par exemple les mesures sur le chômage partiel qui ont tardé à être prises. Donc moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas des dispositifs transitoires de crise à prévoir, mais là, ce n'est pas ça. C'est une sorte de système qui va permettre une modification unilatérale du contrat de travail des ouvriers, des salariés, sans qu'on leur demande réellement leur avis. Donc je pense que c'est une régression sociale. La CFDT s'est dit ouverte à la discussion sur ce thème. Bien écoutez, on verra ce que cela donne. En tout cas, en catimini, cette semaine, l'UMP a fait voter un amendement qui donc contourne tout dispositif de négociation sociale avec les syndicats et qui prévoit qu'il puisse y avoir une modification unilatérale du contrat de travail d'un salarié sans recueillir l'accord du salarié par rapport à cette modification. Donc c'est une régression sociale. Allez, à l'occasion de son interview télévisée dimanche, Nicolas Sarkozy a également beaucoup cité l'Allemagne. Je vous propose un petit florilège. Écoutez. Je prends l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne est notre premier client. L'Allemagne, c'est notre partenaire. Qu'en France, il y a plus de jeunes au chômage qu'en Allemagne. En Allemagne, il y a 3 fois plus de jeunes en apprentissage qu'en France. L'Allemagne est de tous les pays d'Europe le seul qui non seulement a gardé ses emplois industriels, mais les a développés. Que font les Allemands? Enfin une bonne nouvelle pour l'Allemagne. Alors Delphine Batho, l'Allemagne, c'est vraiment l'exemple à suivre? François Hollande, lui, croit en la France. Donc nous pouvons être dans une relation d'amitié avec notre partenaire historique dans la construction européenne, mais ça doit être une relation d'égalité. L'Allemagne, la France n'a pas à devenir l'Allemagne, ni l'Allemagne à devenir la France. La convergence n'est pas nécessaire. Non, je trouve que ce qui est frappant dans ce florilège de déclarations, c'est cette impression-là que le président de la République sortant ne croit plus à la France. Notre pays est une grande nation. La France a des atouts, elle a des savoir-faire, elle a des choses à apporter à l'économie européenne, elle a des choses à apporter sur la scène internationale, notamment des valeurs qui sont toujours celles que défend notre pays. Donc je trouve ça un peu préoccupant, cette façon d'abaisser en permanence la France. Alors vous dites que c'est quand même notre partenaire historique. Le traité européen a été signé cette semaine, qui prévoit notamment la règle d'or. Est-ce que François Hollande, s'il arrive au pouvoir, respectera ce traité, le fera ratifier par le Parlement en l'état? Non. Il a dit très clairement qu'il souhaite renégocier ce traité, qui, tant qu'il n'est pas ratifié, la question est ouverte, et il souhaite que l'élection présidentielle soit l'occasion pour les Français d'agir comme un levier pour peser dans la construction européenne. Sur le fond, quel est le problème de ce traité? Il y a la demande d'un sérieux et d'une discipline budgétaire. Là-dessus, les engagements de François Hollande sont clairs, puisqu'il propose le retour aux 3% de déficit public en 2013, l'équilibre sur la durée du quinquennat, c'est-à-dire en 2017, et il propose pour cela une loi de programmation pluriannuelle du retour à l'équilibre des finances publiques. Ce qui n'est pas exactement la règle d'or constitutionnelle, mais ce qui est une forme de discipline budgétaire telle que nos partenaires européens peuvent l'exiger. Et donc il y a là une garantie de sérieux. Ce qui ne va pas dans ce traité, c'est qu'il n'y a strictement rien sur la croissance. C'est comme si on voulait que ad vitam aeternam, la politique européenne soit une politique d'austérité. Et le problème, c'est que l'austérité, ça aggrave la crise. L'austérité, ça ne permet pas
de résoudre le problème de la dette et des déficits. Au contraire, ça aggrave la situation. Donc les dettes augmentent. Comme les dettes augmentent, les taux d'intérêt augmentent. Donc ça augmente les dettes. Et vous voyez, on est dans une spirale infernale. Ne se décrétant pas, ça veut dire qu'il faut effectivement continuer dans une politique de déficit. Malgré tout, il y a comme une contradiction dans ces objectifs. Cela veut dire qu'il faut le système des eurobonds. Cela veut dire qu'il faut des grands chantiers européens d'infrastructures dans le domaine des transports. Angela Merkel ne veut absolument pas. Donc on va quand même se heurter à une volonté allemande. Est-ce que c'est Mme Merkel qui décide de tout pour les Français? Non. Il faut discuter. Une relation de partenariat. Ce n'est pas faute de la part de Nicolas Sarkozy d'avoir essayé de la faire plier sur la question. Ce n'est pas vrai, vous voyez, puisque Nicolas Sarkozy, au mois d'août dernier, il a accepté de ne plus demander la mise en place des eurobonds sur lesquels un certain nombre d'autres partenaires européens étaient favorables à cette idée. Et d'ailleurs, quand la France a perdu son triple A, de nouveau, un certain nombre de partenaires européens ont dit quand même il faudrait vraiment faire ces eurobonds. Donc c'est la demande de François Hollande qui souhaite que le traité européen soit complété sur ce point-là. Et tant que ce traité n'est pas ratifié, il est tout à fait possible de le renégocier. Si on revient sur la proximité Nicolas Sarkozy-Angela Merkel, c'est quand même un atout pour lui. On sait qu'elle va le soutenir dans sa campagne. Il y aura d'ailleurs une interview télévisée à la fois sur la ZDF et sur France 2 lundi prochain de Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. C'est-à-dire que les 9 chaînes de dimanche dernier n'ont pas suffi. Je faisais un trait d'humour, mais on voit bien, on est dans une forme de politique spectacle avec Nicolas Sarkozy en permanence. Le soutien d'Angela Merkel, c'est un handicap ou un atout, vous pensez, aux yeux des Français ? Mais est-ce que c'est une surprise? La droite européenne est unie. C'est elle d'ailleurs qui a tenu la plume de ce traité européen que nous voulons renégocier. C'est déjà arrivé d'ailleurs que des dirigeants d'autres pays s'engagent aux côtés de responsables politiques français dans les campagnes électorales. J'espère simplement qu'elle le fera avec un peu de réserve et de retenue. Et je ne suis pas certaine, à la vérité, que ce soit un calcul politique profitable à Nicolas Sarkozy. Allez, en ce mardi toujours et avant les questions au gouvernement, les députés et sénateurs de la majorité avaient été conviés à l'Élysée à ce qu'on appelle désormais la fameuse séance de calinothérapie qui s'est visiblement muée plutôt en sévère recadrage. En tout cas, à la sortie, certains, ceux qui voulaient bien parler, avaient l'air revigorés. Il était très en forme, il nous a présenté ses propositions avec ses convictions, nous indiquant avec le sourire dont il sait faire preuve, que le moment venu, eh bien, il se déclarait qu'il avait très envie d'aller à la rencontre des Français. Il nous a dit qu'il était sûrement le suicidaire le plus en forme de France. Il a dit que finalement il y aurait le temps de la campagne certes, mais aujourd'hui le temps est à l'action. Je crois qu'il y en a toujours qui sont dubitatifs, mais il faut faire taire nos différences. Il y a un moment pour la contestation, il y a un moment pour l'union. C'était le moment pour l'union qui était arrivé. Vous qui les côtoyez dans l'hémicycle, ils vous ont l'air un peu démoralisés, un peu déboussolés, vos collègues de la majorité? Honnêtement? Oui. Oui. Honnêtement, oui, parce que je pense que les parlementaires qui sont sur le terrain dans les circonscriptions savent qu'il y a un rejet très profond de Nicolas Sarkozy et de sa politique dans le pays. Comment vous décryptez cette... Le problème pour nous, si vous voulez, ce n'est pas de commenter aujourd'hui ce rejet, c'est d'offrir une solution au peuple français, de proposer un changement, de proposer des solutions nouvelles et pas simplement, et c'est ce que propose François Hollande, c'est-à-dire il propose un projet, il veut susciter une adhésion, une confiance et pas simplement miser sur le rejet de Nicolas Sarkozy qui est vraiment très profond. Le président vous a offert un boulevard finalement en annonçant une hausse de la TVA comme ça à quelques semaines de l'élection présidentielle. Comment vous expliquez cette stratégie, ou s'il y en a une? Je crois que c'est une stratégie d'improvisation. Moi, le sentiment vraiment que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'instabilité, d'hésitation du côté de Nicolas Sarkozy par rapport à son entrée en campagne, à son calendrier. Lionel Lucas a parlé d'un suicide politique. Hein. C'est votre sentiment aussi ? Sur les états d'âme qu'il a... Voilà, je dirais, un jour, il a des états d'âme, le lendemain, il dit qu'il n'en a pas. On est dans une forme d'improvisation permanente. Donc nous ne faisons pas en fonction de... Pour l'instant, vous sert dans les sondages, puisque François Hollande a dépassé la barre des 30%. Oui, mais vous savez, il y a les sondages et puis il y a les élections. Donc nous ne faisons pas en fonction de Nicolas Sarkozy. François Hollande maîtrise son calendrier, présente sa candidature, présente ses propositions. Et la question du candidat sortant, de quand il se déclare
part de sa stratégie n'est pas la nôtre. Par contre, on voit bien que vous m'interrogiez sur ce choix de la TVA sociale. Il y a eu toute une tentative de faire passer cela pour des mesures courageuses. Et moi, je crois au contraire que c'est d'une grande lâcheté de s'en prendre au pouvoir d'achat des Français et de jamais s'en prendre aux plus privilégiés, aux plus fortunés, de ne jamais faire la réforme bancaire, de ne jamais faire la réforme fiscale. Je pense que ce renoncement, ce n'est pas du courage, c'est une forme de lâcheté. Ce sont des mesures impopulaires mais nécessaires qui ont bien profité à David Cameron en Angleterre, par exemple? Non, ce n'est pas des mesures nécessaires. Ce n'est pas vrai. Ce sont des mesures qui vont aggraver la situation de l'économie française. Allez, on va continuer l'actualité avec une invitée surprise au Sénat, Marine Le Pen. Alors que les militants du Front National sont restés à l'extérieur, l'avocat Gilbert Collard se chargeant d'haranguer la foule sur le thème des 500 signatures, la présidente du FN s'est rendue dans l'hémicycle pour soutenir le sénateur non inscrit Jean-Louis Masson qui propose de rendre anonyme le parrainage des maires aux candidats à l'élection présidentielle, Paul Bouffard. Les aura pas. En attendant, Marine Le Pen manifeste pour réclamer l'anonymat des parrainages d'élus pour la présidentielle. Devant le Sénat et devant quelques militants, elle dénonce ce système. Il est largement temps de changer cette modalité qui consiste à livrer en réalité la liste des noms des maires à la vindicte de quelques milices d'extrême gauche ou aux pressions de quelques oligarques UMP ou socialistes. Une manifestation pour soutenir Jean-Louis Masson, le sénateur de la Moselle, propose l'anonymat pour lutter contre la pression des grands partis. Selon le sénateur, le système n'est plus démocratique. Il y a eu des maires qui ont été confrontés à des menaces, à du chantage et à des pressions tout à fait inadmissibles. Donc il faut savoir si on est en République et en démocratie, ou si on fonctionne comme au Sénégal, comme en Égypte du temps de Moubarak ou en Russie du temps de Poutine. À l'Association des maires de France, au contraire, le parrainage ouvert est une garantie de crédibilité. L'anonymat serait dangereux. Il est normal que les maires, qui sont des hommes et des femmes qui parrainent, le fassent en toute clarté, toute transparence, vis-à-vis de leur conscience, mais pas seulement, vis-à-vis de leur population. Aujourd'hui, 7 Français sur 10 souhaitent que Marine Le Pen puisse se présenter. La candidate peine pourtant à obtenir ses signatures. À l'UMP et au PS, on crie au bluff. Selon eux, le Front National jouerait la même partition à chaque élection pour attirer les caméras. Alors Delphine Batho, est-ce qu'il faut revenir sur ce système des parrainages et lever l'anonymat? Ce n'est pas la question qui est posée, il y a une règle, nous la respectons et en effet on peut être dubitatif aujourd'hui puisque lors de chaque campagne présidentielle, le Front National a fait ce numéro du faux suspense ou du feuilleton sur ont-ils les signatures, ne les ont-ils pas. Donc il y a toujours, si vous voulez, un doute lorsqu'aujourd'hui Madame Le Pen dit j'ai un problème avec mes signatures puisque en 88, en 95, en 2002, la famille Le Pen a été candidate à l'élection présidentielle après avoir fait exactement le même type de campagne. Pourtant le Conseil constitutionnel va examiner la requête de Marine Le Pen, donc il se pose la question. Le Conseil constitutionnel se prononcera. On peut imaginer, au-delà de 2012 même, finalement, une levée de ce système. Mais je refuse d'entrer dans ce débat. Oui. Il y a une règle, elle s'applique à tout le monde. Vous convenez quand même que parmi tous ces maires non inscrits, qui constituent une grande majorité des maires de France, il puisse y avoir des pressions pour ne pas donner son parrainage à un tel ou un tel, et que cela peut poser problème? Je ne crois pas, non. Je pense qu'il n'y a pas de pression? Pas de pression, pas de menace sur les élus? Non, je pense que tout ça est une campagne qui est entretenue comme lors de chaque élection présidentielle. Et peut-être s'il y a un problème avec les parrainages des maires, c'est qu'il y a peut-être un problème avec les idées de l'extrême droite, avec les idées de Madame Dominique Le Pen. de Villepin dit la même chose, Christine Boutin dit la même chose, qu'ils ont du mal à recueillir leur parrainage. Auprès des élus de droite? Oui, oui, oui. Nous, écoutez, oui, enfin, ça vaut pour les élus de droite comme pour les élus de gauche, ce problème. Il y a une candidature national. qui est celle de François Hollande. Nous demandons aux maires de gauche de soutenir la candidature de François Hollande et nous faisons avec les règles. Ce ne sont pas nous qui les avons fixées en 1976. Ça serait quand même pas catastrophique pour la représentation nationale si Marine Le Pen n'était pas présente après le 16 mars, si elle n'avait pas ses 500 signatures.
Donc vous me demandez de faire de la politique fiction. Pour l'instant, écoutez, nous verrons, il y a une règle, chacun doit la respecter. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé. Je comprends que ça puisse être éventuellement l'objet d'un débat. J'observe que c'est à chaque fois un débat dans les 15 derniers jours des dates qui sont fixées. Ce n'est pas un débat qu'on a en début de quinquennat. Voilà, c'est à chaque fois le Front National fait cette campagne sur son Jean-Marie Le Pen ne les a juste pas eu en 1980, mais effectivement, il les a eu toujours. Oui, mais en 88, en 95, en 2002. Donc on ne sait pas. Là, aujourd'hui, vous m'interrogez. Moi, je ne sais pas si c'est vrai qu'il en manque pas. Je n'ai pas d'informations. Juste, Delphine Batho, un petit mot rapide de Jean-Pierre Chevènement. On a appris cette semaine qu'il ne serait pas candidat. Vous attendez à ce qu'il soutienne le candidat Hollande? Nous aimerions qu'il soit avec nous. Il est très courtisé, Denis nous préférions qu'il choisisse Dupont-Aignan. effectivement le camp du changement et le rassemblement à nos côtés dès le premier tour. Nous avons beaucoup de respect pour Jean-Pierre Chevènement, qui a apporté des idées sur la question républicaine, sur la question industrielle, sur la question européenne. Je crois que beaucoup des sujets qui lui tiennent à cœur sont aujourd'hui présents dans les engagements que prend François Hollande. Donc nous espérons, oui, le rassemblement le plus large dès le premier tour. Plus pour le personnage politique qu'il représente que pour les voix qu'il pourrait emmener, puisqu'il était très peu crédité. Oui, mais ce qui compte, c'est cette idée de rassemblement. Nous sommes déjà rassemblés avec les radicaux de Jean-Michel Bailey, avec Christiane Taubira. C'était un des problèmes, vous savez, qui avait conduit à l'élimination de la gauche en 2002 du premier tour, d'avoir une division, une dispersion. Donc nous voulons un rassemblement dès le premier tour. Allez, mercredi, c'est le grand oral des candidats à la présidentielle sur le thème du mal-logement. Ils ont été auditionnés par la Fondation Abbé Pierre qui les a invités à signer un contrat social. La Fondation Abbé Pierre qui présente donc son rapport annuel sur le mal-logement. Elle profite du contexte pour interpeller les candidats sur une nouvelle politique dans ce domaine. En ce mercredi, ils sont 4 candidats à signer le contrat social de la Fondation. Thomas Soulier. Ils sont 4 candidats à la présidentielle qui s'engagent sur le logement. En cas de victoire en mai prochain, tous devront appliquer ce contrat social de la Fondation Abbé Pierre. Un rapport choc qui préconise entre autres la construction annuelle de 500 000 appartements ou maisons, ainsi qu'un encadrement des loyers. Moi, il se trouve que j'ai déjà présenté devant les Français, à travers le projet présidentiel, un grand nombre de propositions qui se retrouvent aujourd'hui dans le contrat que vient de me proposer la Fondation Abbé Pierre. Donc après, je demanderai à être jugé. Ce ne sont pas des promesses, ce sont des engagements. Si depuis le début, je vous dis que mon caractère correspond à mon programme, il est clair que quand vous m'entendez parler de réquisition, vous savez que je le ferai. J'ai gardé un très mauvais souvenir de la signature du pacte écologique de Nicolas Hulot, parce que tout le monde a signé, et après, ceux qui avaient signé, les principaux s'en sont lavés les mains. Et donc pour moi, c'est pas du tout dans cet esprit que je suis. Grand absent, Nicolas Sarkozy pas encore officiellement candidat. Pour le représenter, son conseiller Henri Guénaud, venu vanter le bilan du chef de l'État. Un président qui veut faire du logement un des thèmes majeurs de la campagne. Des paroles aux actes, la Fondation Abbé Pierre attend toujours l'épreuve. Moi, j'attends d'avoir rencontré le président de la République avec nos propositions pour voir si vraiment il y a des divergences profondes et ce qu'il retient de notre contrat social. Durant tout le quinquennat, chaque mesure du futur président sera scrutée à la loupe. Tous les ans, la Fondation Abbé Pierre compte bien réaliser le service après-vente de son contrat social. Vous avez entendu François Bayrou. Est-ce que, comme le pacte écologique de 2007, ce projet ne va pas rester dans le tiroir des bonnes intentions des candidats? Ça dépend qui gagnera les élections. Si c'est François Hollande qui est élu président de la République, il tiendra parole, parce que François Hollande tient aujourd'hui un discours de vérité. Il n'est pas dans la multiplication des promesses. Il y a beaucoup de points convergents avec le programme de la Fondation Abbé Pierre. Oui, parce que nous avons eu un dialogue avec la Fondation Abbé Pierre, avec la société civile. Vous savez qu'il y a aujourd'hui un problème considérable, puisqu'il y a plus de 3 millions de personnes qui sont mal logées ou très mal logées ou pas logées du tout. Qu'il y a une augmentation. Mal logés en France, parce qu'il y a de la spéculation foncière.
Donc il y a des communes qui ne veulent pas construire de logements sociaux. Et puis il y a une spéculation foncière qui a été favorisée, notamment par des allègements fiscaux, qui a conduit à une inflation des prix considérable. Et la mesure qui est proposée aujourd'hui par Nicolas Sarkozy, qui est absolument absurde et ridicule, d'augmenter encore de 30% les possibilités de construction sur un terrain, va encore augmenter le prix et va encore augmenter la spéculation foncière. Donc ça ne va pas du tout résoudre les problèmes de logement sur lesquels ce que propose François Hollande, c'est un engagement sur la construction de 2 500 000 logements pendant le quinquennat. C'est un engagement qui est très contesté d'ailleurs par la droite sur l'encadrement des loyers dans les zones où il y a eu les augmentations les plus fulgurantes. C'est le doublement. Elle est contestée parce qu'on dit que ça entraîne un appauvrissement de l'offre de logement, ce qui est tout à fait probable. L'offre locative. Non, parce que je crois qu'on est vraiment dans des territoires urbains, là où il y a une inflation telle qu'il faut prendre des mesures. À chaque fois qu'il y a une nouvelle location ou qu'il y a une relocation, il faut empêcher cette flambée des loyers. Ça n'incite pas le propriétaire à louer son logement. Oui, mais ça, c'est le prétexte, c'est l'argument depuis des années pour ne rien faire. Il faut s'attaquer aussi au problème des cautions, notamment pour les jeunes. Il faut, parce qu'il y a une question de financement du logement social, ce que propose François Hollande, c'est aussi de doubler le plafond du livret A, de l'épargne populaire, pour avoir ainsi un levier financier pour favoriser la construction. Et c'est aussi, par rapport à ce que vous disiez sur l'offre de logement dans les grandes villes, la possibilité de transférer les terrains de l'État aux collectivités qui s'engageraient dans les 5 ans à construire un certain nombre de logements, avec aussi la mixité sociale, c'est-à-dire la possibilité d'avoir cette règle des 3 tiers, logements sociaux, logements intermédiaires et logements en accession à la propriété. Si on revient à la mesure d'augmenter de 30% le droit à construire, c'est un peu ce que voulait faire Bertrand Delanoë à Paris aussi, construire des tours plus hautes pour justement augmenter l'offre de logement qui devrait avoir un impact sur le prix des loyers. Non, ce n'est pas du tout ce que voulait faire Bertrand Delanoë, qui d'ailleurs a eu un échange assez vif hier avec le président de la République sur cette question, puisque le président de la République pointait de façon totalement injustifiée la ville de Paris qui, elle, demande justement, comme d'autres grandes villes, comme Jean-Marc Ayrault à Nantes, à avoir cette possibilité de récupérer des terrains inutilisés par l'État pour pouvoir engager la construction de logements. Vous-même, Delphine Bateau, vous occupez un logement donc non conventionné, un logement de la ville de Paris. Vous avez demandé à payer un surloyer quand vous avez été élu député. Il faudrait que tous les politiques, tous les parlementaires fassent un peu le ménage et fassent comme vous. Je ne sais pas, pour qu'on se comprenne bien, je n'habite absolument pas un logement social, mais un logement intermédiaire. Donc oui, moi j'ai voulu m'appliquer à des principes que je considère comme élémentaires, tout en continuant à habiter un quartier populaire. Et puis François Hollande se souviendra de la signature de ce contrat social. Lors de son paraphe, le candidat socialiste a été aspergé de farine par une Lilloise qui s'est approchée de lui avant d'être fermement maîtrisée. Elle s'est déclarée à bout de ressources. Le principal, c'est d'avoir délivré mon message, c'est qu'en tentait de dire François Hollande. Un commentaire peut-être Delphine Bateau sur cette image? Ça fait partie des péripéties d'une campagne électorale. Je crois que François Hollande a réagi avec un calme assez impressionnant. Et il est aujourd'hui dans cette volonté de, même si il a été question de sa sécurité, il a le droit bien sûr à une sécurité normale, mais il est dans cette volonté... Est-ce que sa sécurité a été renforcée à la suite de cet incident? Ce qui était prévu, donc non, ça n'a rien à voir avec cette péripétie. Mais François Hollande veut garder un contact normal, direct et de proximité avec les Français, avec les citoyens dans cette campagne électorale, même s'il y a des risques. Il veut garder ce contact parce qu'on voit d'ailleurs, il est aujourd'hui dans la réalité face à un adversaire, Nicolas Sarkozy, qui est dans la politique spectacle. Comme on l'a appris quand on découvre que pour un déplacement du président de la République, on a demandé à des ouvriers qui ne travaillaient pas de venir, de faire semblant de travailler. François Hollande n'est pas dans la mise en scène et donc il veut garder une relation directe, un contact direct avec les Français, même si, hélas, il y a ce type de péripéties. Et d'ailleurs, cette femme, je crois, aujourd'hui, des informations que j'ai lues dans la presse en hôpital psychiatrique. Donc voilà. Allez, on continue avec, toujours en ce mercredi, Nicolas Sarkozy qui l'avait promis et Laurent Wauquiez l'a fait. Le ministre s'est rendu auprès des ouvrières de l'Ejabi à Yssingeaux, en Haute-Loire, pour leur annoncer qu'une solution avait été trouvée pour la reprise de l'usine, transformée en atelier de maroquinerie de luxe, avec maintien des 93 emplois. Le symbole, c'est que si jamais on se bat, on n'y arrive peut-être pas tout le temps,
Mais on peut arriver à montrer ici, par exemple, que produire en France, c'est possible et que la France peut continuer à défendre ses atouts. Avec donc un carnet de commandes garanti par Louis Vuitton, le Jabis, c'est l'anti-gants de range, ce sont les promesses tenues? Si ce qui est annoncé est vrai, puisque moi je suis un peu comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc j'espère que la parole qui est prononcée va être tenue et que lorsqu'on reviendra dans 6 mois, dans 1 an, ces ouvrières auront toujours du travail. C'est grâce à leur combat. Peut-être que le gouvernement aussi a été stimulé par l'approche des échéances électorales, par le fait que Arnaud Montebourg, au nom de François Hollande, s'était rendu sur place. Donc tant mieux. Voilà, franchement, nous n'allons pas faire la fine bouche. Si ces emplois sont sauvés, si les ouvrières ont du travail, tant mieux. On est un peu dans le symbole, dans la politique un peu spectacle, parce qu'on met la lumière sur cette entreprise-là. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, oui. C'est d'ailleurs ce que Martine Aubry a dit à François Fillon hier. Donc j'espère que toutes les autres entreprises où il y a aujourd'hui la possibilité d'éviter des délocalisations ou de relocaliser une production industrielle, cela sera fait. Moi, dans ma circonscription, dans les Deux-Sèvres, vous voyez, il y avait une entreprise qui avait fermé dans le secteur de la confection, une entreprise qui s'appelle Chizé Confection, que les ouvrières ont repris en SCOP, en coopérative, et c'est une entreprise aujourd'hui qui se porte très bien parce que même dans le secteur de l'habillement et en particulier de la haute couture où il y a des savoir-faire français, eh bien, il y a cette recherche d'une qualité du travail qui ne va pas vers, vous voyez, la baisse du coût du travail, les salaires toujours plus bas, mais qui va vers, au contraire, un travail soigné, de qualité, fait par des ouvrières en France. Donc vous croyez au Made in France, c'est possible? Je crois plus que jamais effectivement à la relocalisation des activités industrielles dans bien des domaines où nous avons des savoir-faire et où donc ce qui fait notre différence, c'est la valeur ajoutée que nous pouvons apporter sur un certain nombre de produits. Et pour cela, ça veut dire que toutes les aides aux entreprises, tous les financements, tout doit être conditionné à cette localisation de la production en France. Et puis dans la série des bonnes nouvelles de la semaine, il y a eu aussi le Rafale, avec l'Inde qui commanderait 126 exemplaires pour un montant de 12 milliards de dollars. Alors le contrat n'est pas encore signé. Il y aura 108 Rafales qui seront construits en Inde. Est-ce qu'on peut quand même redouter dans ce cas-là un transfert des technologies? Oui. D'abord, si ces contrats sont finalisés, ce sera une bonne nouvelle. Et ce sera d'autant plus une bonne nouvelle que le déficit du commerce extérieur de la France, qui était de 30 milliards lorsque Nicolas Sarkozy est devenu président de la République en 2007, atteint aujourd'hui plus de 70 milliards. Donc tant mieux si ces contrats sont finalisés. Mais c'est vrai qu'il y a, pour tous les spécialistes des industries de défense, un risque qui est celui de transfert de technologie. C'est-à-dire qu'en étant les premiers, ces contrats seraient en quelque sorte les derniers. Donc il faut être particulièrement vigilant. Allez, jeudi, duel télévisé entre le Premier ministre François Fillon et la première secrétaire du Parti socialiste Martine Aubry. Une semaine après le débat entre Alain Juppé et François Hollande, un autre débat était très attendu, celui opposant Martine Aubry, première secrétaire du PS, au Premier ministre François Fillon. Une affiche alléchante qui n'a cependant pas tenu toutes ses promesses, résumé de Mounir Soussi. Bonsoir Martine Aubry, soyez la bienvenue, asseyez-vous. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Bonsoir Madame. Quand un Premier ministre et une première secrétaire se retrouvent face à face, cela donne un débat de premier de la classe. François Fillon et Martine Aubry avaient bien fait leur devoir avant cette confrontation. Une discussion technique sur les moyens de réduire les déficits et doper la compétitivité. Face à Martine Aubry, François Fillon déroule et défend les dernières propositions du président de la République. La hausse de 1,6 point de la TVA n'aura quasiment aucun effet sur les prix. Pourquoi ? D'abord parce que 60% de la consommation des ménages, ce n'est pas la TVA à 19,6. C'est les taux de TVA intermédiaires. Après un nouvel hommage au modèle allemand décidément en vogue, la politique reprend ses droits dans les dernières minutes. Je voulais vous poser simplement une question. Quand la France a été montrée du doigt, avec le discours de Dakar qui a humilié l'Afrique, quand elle a été montrée du doigt, y compris par le pape, avec le discours de Grenoble, qui a stigmatisé les étrangers, particulièrement les Roms. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces discours de Dakar et de Grenoble? Le Premier ministre reste solidaire du chef de l'État. Durant l'émission, Martine Aubry a cité à l'envi le nom de François Hollande. Test de loyauté réussi pour ces deux personnalités qui se sont affrontées sans vraiment se livrer. Est-ce que Martine Aubry est dans la shortlist pour succéder peut-être à François Fillon comme Premier ministre si François Hollande est élu? Alors je vais vous donner un scoop, nous n'avons pas encore gagné les élections.
Donc toute composition de gouvernement n'est absolument pas à l'ordre du jour et serait complètement prématurée. Nous sommes aujourd'hui en campagne électorale, il reste encore 79 jours. Nous voulons mériter la confiance des Français. Donc nous sommes... Enfin, dans ce genre de confrontation, elle y gagne ses galons, très clairement. Oui, mais aujourd'hui, nous sommes complètement unis. Donc c'est vrai, si vous me posez la question, qu'aujourd'hui François Hollande a la force de tout le travail préparatoire qu'il a fait avant d'être candidat à l'élection présidentielle. Il a la force de ses propositions, de ses capacités personnelles, et il a aussi la force d'une équipe sur laquelle il s'appuie, dans laquelle il y a Martine Aubry, mais aussi d'autres responsables. Elle est la première secrétaire du Parti socialiste, donc elle joue pleinement son rôle dans cette campagne. Mais nous ne sommes pas, encore une fois, dans des calculs complètement prématurés. J'en lisais dans certains journaux sur des compositions gouvernementales qui sont hors de propos. François Hollande ne serait pas contre nommer une femme à Matignon. Est-ce que vous confirmez? Je pense que je vous ai répondu. On n'est absolument pas vraiment dans cet état d'esprit aujourd'hui. Nous n'avons pas encore gagné l'élection présidentielle. Bien sûr, si François Hollande est président de la République, je vous le confirme, il y aura un gouvernement, il y aura un Premier ministre, mais nous ne sommes pas aujourd'hui dans des distributions de rôles pour les uns et les autres. Nous n'avons pas encore gagné les élections. Pas de shadow cabinet à l'avance. Donc, allez, on finit avec cette opération séduction de Nicolas Sarkozy. Cela se passe pendant les vœux à la presse. Le président utilise la métaphore du couple pour définir ses rapports avec les journalistes. Extrait. Je vois bien vos tentatives pour me remplacer, pour essayer autre chose, pour voir de nouveaux horizons, pour espérer ailleurs. L'herbe est toujours plus verte. Jusqu'à présent, vous êtes toujours revenu. Et je vois même que vous m'avez élu l'homme de l'année 2011. J'espère que ce n'est pas pour vous débarrasser de 2012. Bon, François Hollande n'est pas le seul à savoir manier l'humour, même si je ne vous ai pas trop fait rire. Oui. Et il ne manque pas d'humour tout de même. Il sait séduire ses interlocuteurs. Il y a un sujet dont il n'a pas parlé lors de ses vœux à la presse. C'est la liberté de la presse. C'est l'indépendance des médias. On a quand même appris qu'on a un directeur central du renseignement intérieur mis en examen pour avoir espionné les communications téléphoniques d'un journaliste du journal Le Monde qui travaillait sur l'affaire Woerth-Bettencourt. Donc je trouve ça un petit peu... cette légèreté, je la trouve un peu étonnante ou déplacée. Est-ce qu'il faut qu'il mette un terme rapidement au suspense, s'il y en a encore qui entourent sa candidature? Mais qui croit qu'il y ait le moindre suspense? C'est un faux suspense. Personne n'a aucun doute. D'ailleurs, lui-même, lorsqu'il y a des doutes, visiblement, convoque en catastrophe tous les parlementaires de droite à l'Élysée pour leur faire des piqûres de ciment. Donc je ne crois pas qu'il y ait le moindre doute sur la candidature du candidat sortant non déclaré. Il y a une sorte de faux système, de faux suspense, qui est une sorte de stratégie de communication, puisque Nicolas Sarkozy, en permanence, est dans la communication, dans la politique spectacle. Donc on annonce que la dernière stratégie, c'est qu'il va encore dire qu'il a changé, qu'il va avoir des formes de regret. Je pense que ce n'est pas très sérieux à moins de 80 jours maintenant du premier tour de l'élection présidentielle. Delphine Batho, merci beaucoup. Merci. Vous êtes venue avec le petit programme de François Hollande, on a vu, vous pouvez toujours le montrer. Qui va être distribué à 15 millions d'exemplaires. À 15 millions d'exemplaires, on va le retrouver sur les marchés sûrement. Sur les marchés, dans les lieux les occasions de rencontre, dans les gares, dans les RER, du programme sur les du marchés, candidat socialiste. dans les communes rurales. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et nous, Delphine, on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir, à Bonne bientôt. semaine.